Oui, il y a ce côté-là, quand on attend trop quelque chose, on peut être que déçu. Quand on vous raconte que le film est extraordinaire et que finalement il n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous êtes déçu. Mais là, je crois que c'était surtout attendu par le président de la République et par son entourage. Parce que, bon, c'est vrai, il y avait un remaniement et peut-être qu'on était tous un peu curieux de savoir comment le président de la République allait justifier ce remaniement. Mais enfin, le suspense n'était pas intenable non plus. Donc, en réalité, ça a été effectivement très, très survendu. Cette communication. Lors des vœux, il a parlé d'un rendez-vous avec la nation, ni plus ni moins. Ensuite, on nous a expliqué que les conférences de presse, c'est quand même assez rare chez le président de la République et que ça allait être cette fois-ci, ça va être une conférence de presse gaullienne qui rappelait les grandes heures des débuts de la Ve République. Et je ne sais pas ce qu'il y avait vraiment de très gaullien, si ce n'est un peu le côté ORTF, effectivement. C'était un peu... Voilà, on avait le choix entre le président de la République ou le président de la République ou le président de la République. Enfin, 8 chaînes de télévision, plus les radios, bon, voilà. Ensuite, il y avait quelque chose, si vous voulez, on va dire, on nous a dit, oui, attention, il va y avoir des surprises, des ruptures, des annonces très fortes. Peut-être y aura un référendum, on ne sait pas, un référendum, etc. Donc, effectivement, il y a eu une énorme, finalement, déception. Elle est assez compréhensible. Et en fait, finalement... On peut dire, c'est pas en dépit de la mise en scène, c'est peut-être aussi à cause de la mise en scène. C'est-à-dire que le contraste entre la pompe élyséenne, cet officier qui vient poser les fiches sur le pupitre, etc. On se dit, mais il va se passer, vraiment, l'heure est historique, il va se passer des choses très très graves. Hein. Bon, et en effet, il s'est pas passé grand-chose, il s'est pas dit grand-chose, on va y venir, et c'est pour ça qu'à la fois, il y a eu beaucoup moins de téléspectateurs. Enfin, comparons par exemple le 17 avril 2023. Il y a eu 15 millions de téléspectateurs qui ont... C'était une seule chaîne de télévision, hein, c'était France 2, c'était le 20h, c'était Anne-Sophie Lapix qui interroge Emmanuel Macron. Sauf que la différence, c'est que les Français attendaient, ils étaient concernés par cette réforme des retraites, ils attendaient. Là, c'est un remaniement, ce petit jeu de chaises musicales à l'intérieur de la Macronie. Bon, voilà, je suis pas sûr que ça passionnait les Français. Alors pourquoi cela n'a pas imprimé ? Selon vous, finalement. Ça n'a pas imprimé. Déjà, les premiers sondages disent que 51% des Français n'ont pas été convaincus. C'est quand même beaucoup. Voilà, peut-être... Alors, à mon avis, il y a deux raisons. On va essayer de les expliquer, mais ces deux raisons, elles sont résumées par une expression anglaise qui est marrante, qui dit « more is less », c'est-à-dire quand on en fait trop, on en fait moins, finalement. Moi, je pense que la parole du président de la République, elle était déjà désacralisée et démonétisée bien avant cette conférence de presse. Et que cette conférence de presse pouvait, d'une certaine façon, pas y changer grand-chose. Le président de la République, en arrivant à l'Élysée, premier quinquennat 2017, il va théoriser le président de la parole rare. Parce qu'il a vu ce que ça donnait de parler à tort et à travers, le verbe intempestif sous François Hollande. Il a théorisé ça. Je me souviens encore de Christophe Castaner, son porte-parole, qui avait dit « Mais le président, il faut que vous habituer, parlera peu, parce qu'en fait, il a décidé d'être un acteur et pas un commentateur. » Ça fait référence à une analyse psychologique très fine. Bon, on sait que plus on parle et moins on fait, mais très fine, détaillée par le général de Gaulle dans ses écrits, notamment Le fil de l'épée, où il dit « Parler, c'est délayer sa pensée. Parler, c'est épancher son ardeur. Parler, c'est exprimer son angoisse. » Et donc, la formule clé, c'est « Rien ne rehausse mieux l'autorité que le silence. » Et donc, quand on parle à tort et à travers, évidemment, c'est que d'une certaine façon, on fait savoir à ses interlocuteurs qu'on n'agit pas, qu'on agit peu. Les Gilets jaunes, en fait, ont fait abandonner à Emmanuel Macron cet engagement de parler peu. Pourquoi ? Parce qu'il était obligé de descendre au peuple, en quelque sorte. Jupiter était obligé d'expliquer, de se mettre en bras de chemise et d'expliquer, en fait, vous ne m'avez pas compris, on ne s'est pas compris, je vais vous expliquer, etc. Et ce grand débat, il n'a plus jamais cessé. On est rentré en grand débat avec les Gilets jaunes, on n'est jamais sorti du grand débat. De sorte que le président de la parole rare est devenu le président du silence rare. Peut-être y a-t-il pris goût. En tout cas, il a parlé, même quand il n'avait rien à dire, par tous les canaux possibles, à tout le monde. Souvenez-vous, c'était McFly et Carlito, le papotin, Brut, etc. Ça n'arrête jamais, les clips. Enfin, quand il se déplaçait à l'étranger, c'était des vidéoclips. Enfin, c'était complètement fou. Et encore récemment, d'ailleurs, il a expliqué pourquoi il fallait faire du sport, etc. Enfin, étrange. Donc, hier soir, deuxième raison, il est tombé encore dans ce travers. C'est-à-dire qu'il a encore trop parlé, et donc il a délayé son verbe. 2h15. Il y a même un personnel de l'Élysée qui a été obligé de lui dire « Monsieur le Président, là, je crois qu'on a terminé. » Il dit « C'est encore une question, encore une question. »
Et ensuite, même certains de ces ministres, on voyait la caméra, ils n'avaient pas l'air d'être... à un moment, ils avaient l'air de décrocher un peu. Pourquoi ? Parce qu'il a parlé trop longtemps. Il a ensuite parlé de trop de sujets, des sujets très importants, des sujets moins importants. Tout y est passé, Oudéa Castéra, Depardieu, la transition écologique, l'Ukraine, les émeutes, la Marseillaise. Enfin, il y avait un sujet. Peut-être je sais pas, les origines du monde, mais enfin, sinon, tout était là. Et il y a un adage romain, latin, qui dit de minimis non curat praetor. C'est pas pour faire le savant, mais c'est le latin. On peut pas complètement traduire. Ça veut dire les chefs n'ont pas à se soucier des détails. Les chefs doivent pas se mêler des questions de détails. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il nous a parlé du reste à charge pour les médicaments. Il a cité toutes les petits villages, les villes qui étaient touchées par les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, et en plus avec un côté techno, c'est-à-dire l'effet de seuil, la France de l'angle mort. Enfin, évidemment, c'est normal que ce n'est pas imprimé. Donc vous êtes en train de le critiquer pour dire en fait qu'il a parlé pour ne rien dire ? À ce point-là, il a fait beaucoup d'annonces quand même. Il n'a pas parlé pour ne rien dire, il a parlé pour dire qu'il allait faire le contraire de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Ça, c'est pour commencer. Parce qu'en fait, c'est la partie la plus, on va dire, la plus dense, la plus concise, la plus convaincante de son allocution. C'est le démarrage, où il a quand même là annoncé, vous l'avez montré en faisant allusion à ce que disait Éric Zemmour, il a annoncé, c'est Vincent Trémollet-de-Villers aussi qui disait ça dans le Figaro à juste titre, c'était l'union des droites en réalité. Il reprenait David Lisnard, il reprenait Wauquiez, il reprenait Jordan Bardella, il reprenait donc, changement de cap, Zemmour et Sarkozy. Bah oui, ce changement de cap, il a été annoncé, c'est vrai. Mais alors, je ne sais pas pour le critiquer, mais d'abord, le premier point, c'est qu'il me semble que c'était quand même très opérationnel. En fait, ça ressemblait vraiment à une déclaration de politique générale, à un discours de politique générale. D'abord, ça veut dire que qu'est-ce que va dire M. Attal dans son discours de politique générale ? Il lui a quasiment soufflé toute sa partition, d'une certaine façon. Et deuxièmement, on attend, à mon avis, pas ça d'un président de la République, surtout à la hauteur gaullienne où il se situait. C'est-à-dire il faut resituer l'action qu'il propose, la direction, dans une vision générale, dans l'histoire de France. Il n'y avait rien de tout ça. On était vraiment dans l'opérationnel, d'une certaine façon. Deuxième problème, simplement, c'est que c'est la gênance, comme diraient les jeunes, c'est que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de tout va changer, tout a changé, j'ai changé, on va changer de cap, on va changer de direction. Et il parlait de transformisme politique pour critiquer ses adversaires, ça s'applique particulièrement au macronisme. Qui est Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est le Emmanuel Macron de 2017, le libéral libertaire ? Est-ce que c'est le Emmanuel Macron de la sortie du Covid, qui était quoi qu'il en coûte keynésien ? Est-ce que c'est le Emmanuel Macron du discours de Marseille, qui était socialiste écologiste ? Voilà, on ne comprend plus rien en fait. Enfin, là où c'était vraiment difficilement crédible son histoire, d'une certaine façon, c'est qu'il a cherché à dire que oui, j'ai changé, on va faire tout autre chose, donc effectivement on va aller vers la droite, mais en même temps, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est formidable. Et vraiment, il y a des résultats. Alors, sauf dans l'éducation, a-t-il dit, parce que ça, c'est la faute de mes prédécesseurs. Sinon, voilà. Alors, on comprend pas bien. Parce que si ce qu'il faisait était formidable, pourquoi changer de direction ? Pourquoi changer ? Pourquoi attendre 6 ans, d'ailleurs, pour comprendre ce qu'il faut faire ? Arnaud Benedetti résume tout. Il dit « Le président de la République a été le meilleur pédagogue de tout ce qu'il n'a pas vu ni fait depuis 2017. » Voilà. Donc, enfin... Je pense qu'il y a quand même, et c'est peut-être le plus grave, la volonté, me semble-t-il, d'ensevelir ses interlocuteurs sous une espèce de logorée, sous une avalanche de mots. Outre le fait que ça abîme sa propre autorité, voilà, cette espèce d'illusionnisme bavard. On lui a posé la question, mais la facture d'électricité des Français, puisque vous voulez être terrain, le terrain ne ment pas. Alors allons-y, la facture d'électricité des Français va augmenter de 10%. 2 questions sur le sujet, 2 esquives. Il n'a même pas répondu, ni confirmé, ni infirmé. Vous verrez ça avec les ministres, etc. C'est quand même étonnant. Pénurie d'enseignants. Il n'y a plus de ministre d'éducation à temps plein. L'hôpital s'écroule, il n'y a plus de ministre de la Santé à temps plein. Chute des naissances, il n'y a plus de ministre de la Famille à temps plein. Donc en fait, si vous voulez, la technique du président de la République, complètement, je l'ai trouvé formidable. Vous avez aimé mon petit tweet. Ah, j'ai adoré votre petit tweet. Je vous vois venir. Mais non, mais c'est un hommage. C'est un hommage. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Vous voulez dire que je fais avec vous ce que le président de la République fait avec le RN ? Oui, c'est un peu ça. C'était ma chute en fait. C'était ma chute. On connaissait le greenwashing, d'accord ? Qu'est-ce que c'est le greenwashing ? Ce terme anglais, ça veut dire qu'on essaye de faire écolo, donc on continue. Par exemple, les grandes entreprises qui polluent énormément, elles prennent un pot de peinture verte et elles repeignent tout en vert. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République ? Il a pris 3 pots de peinture, bleu, blanc, rouge. Il a fait exactement ce qu'il continue à faire depuis 2017, ce qui se fait en fait depuis 40 ans, c'est-à-dire la politique du paradigme européen, vive le marché, vive la mondialisation, etc. Il a pris 3 pots de peinture bleu, blanc et rouge et rien n'a changé. Et ça fait allusion aussi à ce que je rappelais sur les latins, c'est-à-dire l'autorité, et un chef, on lui demande de voir les choses en grand.
et de se soucier de l'essentiel. Et là, il se noie dans les détails. C'est le niveau de directeur de cabinet. C'est comme s'il y avait 10 directeurs de 10 ministères de cabinet dans sa tête. Et le deuxième point, c'est que le système ne tient, le paradigme de la mondialisation et de l'Europe ne tient que parce qu'il joue la carte de top crédibilité, si vous voulez, de la crédibilité technique ou de la technicité. Mais en réalité, le modèle est mauvais derrière.